Je vais en effet dans un premier temps me présenter et surtout vous indiquer ce qui m'a amenée à m'intéresser à ce sujet. À l'origine, j'ai une triple formation en humanité classique, en droit et en management. Donc après un parcours dans la banque, au barreau de Paris dans une société de gestion de droits musicaux comme directrice juridique et directrice générale, j'ai rejoint le secteur des cercles de réflexion, des think tanks. J'ai ainsi rejoint France Audacieuse comme secrétaire générale, qui est un think tank de la société civile, indépendant, adogmatique, qui travaille sur des questions d'économie et d'organisation sociétale et de gouvernance. Et j'ai également constitué ma structure, ma société Ictinos. Alors Ictinos, c'est un rappel de mon passé euh, des humanités classiques, puisque Icténos était l'architecte du Parthénon, et donc c'est un petit peu la représentation de la pensée grecque classique. Et je prépare actuellement donc un livre sur les entreprises et la corruption. Et en fait, à, à ces concours m'a permis d'appréhender l'entreprise à la fois sous son angle juridique, réglementaire, mais également sous son angle euh, économique et sous son angle culturel, au sens de société, impact social et sociétal. Et au cours de mes travaux récents, j'ai été amenée à réaliser donc une étude sur les entreprises face aux défis de l'anticorruption, étude pour l'Institut Friedland, qui était le think tank de la Chambre de commerce de Paris, d'Île-de-France. Et s'il s'agissait précisément d'une enquête, d'une analyse d'une part des textes réglementaires des études économiques internationales et aussi d'une enquête auprès de très nombreux professionnels du monde de l'entreprise et des structures autour de l'entreprise. À cette occasion, j'ai pu rencontrer une trentaine de professionnels que j'ai interrogés sous couvert d'anonymat, tant pour eux que d'ailleurs pour leur entreprise, comme même les secteurs. Alors, rien n'est mentionné compte tenu du sujet qui est un sujet sensible pour divers points, diverses raisons, vous vous en doutez, mais pour des raisons plus profondes même que simplement les risques de sanctions, par exemple. Et dans le cadre de cette enquête, j'ai été amenée à rencontrer un certain nombre de personnes qui m'ont fait part de leurs grandes difficultés face à cette montée très forte des sanctions en matière de lutte contre la corruption et qui m'ont euh, soumis le dilemme auquel ils étaient confrontés. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont certes envie d'être évidemment respectueux de l'intégrité. Euh, Avant d'être des salariés d'entreprise, ce sont aussi des citoyens qui ont bien conscience des impacts sociétaux, économiques à tout point de vue de la corruption, mais ils m'ont bien souligné, enfin, ils ont bien souligné le fait que au-delà de la lutte contre la corruption, l'entreprise se trouve un peu prise comme entre le marteau et l'enclume, dans la mesure où elle va devoir concilier, d'une part, le développement de l'intégrité, le respect le plus absolu possible de l'intégrité, au risque de perdre des marchés, au risque de perte économique, euh, alors même qu'elle est incitée, qu'on lui demande, du moins ses actionnaires, ses dirigeants lui demandent de maximiser les profits, la maximisation des profits pouvant entraîner le non-respect, la violation des règles de probité. Donc c'est ce dilemme et presque cette impasse dans laquelle se trouvent les entreprises que j'ai trouvé intéressante de travailler et de continuer de creuser pour voir s'il est possible de trouver un équilibre, s'il est possible de sortir de cette impasse. Mais avant d'aborder la question du dilemme, donc risque de sanction, risque de perte économique, je souhaitais refaire un point rapide sur la corruption, l'état des lieux de la corruption. Parce que il ne s'agit pas de n'importe quoi au sens, la corruption, c'est avant tout une très grosse industrie.
Alors, ces mots sont ceux d'un ancien directeur de la Banque mondiale, Daniel Kaufmann, et qui a lui-même travaillé sur cette question. C'est un économiste. C'est aussi quelqu'un qui réfléchit à tout ce qui touche à la compliance et à la gouvernance, plus précisément. Et pour lui, euh, il y a eu un certain nombre de points qu'il a pu calculer et qu'il a pu établir. Et vous avez notamment les montants que vous pouvez voir, qui sont en effet très importants. Vous avez premièrement des montants de 2600 milliards de dollars, qui est le montant calculé au milieu des années 2000 pouvant représenter le montant complet de la corruption totale dans le monde. Par corruption totale, on va parler évidemment du versement des pots de vin, on va parler donc des commissions, on va parler aussi de détournement de fonds, on va parler du trafic d'influence, on va parler même du blanchiment de toutes ces pratiques. Donc vous avez un montant important. En même temps, il est aussi important, il s'agit de 1500 milliards. Alors 1500 milliards, il s'agit précisément des commissions versées par le secteur privé, c'est-à-dire entreprises et particuliers, au secteur public, c'est-à-dire les représentants des administrations, les salariés des entreprises publiques. Et ces montants représentent à peu près 10 fois celui de l'aide au développement. C'est-à-dire qu'on voit tout de suite que le montant très important de la corruption s'exerce au détriment du développement économique et social. Et c'est donc, d'ailleurs pour l'ONU, c'est l'un des principaux obstacles au développement économique et social dans le monde. Alors ces chiffres, c'est important aussi de le savoir, vous les verrez très souvent repris dans la presse, quasiment les mêmes depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années. Ils sont en fait très représentatifs du fait qu'il est quasiment impossible, évidemment, de calculer le montant d'activités occultes, d'activités souterraines, par définition, et ils sont repris régulièrement alors même qu'il n'y a pas eu d'actualisation effectuée de façon importante depuis. Mais ce qui est important, c'est d'avoir en tête que, comme dit Daniel Kaufmann, c'est une très grosse industrie, et donc ce sont en quelque sorte des chiffres totems, pourrait-on dire. Vous avez aussi, dans l'Union européenne, les calculs ont aussi été faits. Alors vous avez aussi un autre chiffre qui sera repris assez régulièrement, qui est celui de 120 milliards d'euros, alors qui est le montant annuel de la corruption directe. En 2016, un autre calcul a été fait à la suite d'une étude demandée par le Parlement européen. Et vous voyez que la fourchette est très importante. La fourchette basse est quand même très élevée. Elle est de 179 milliards. La fourchette haute approche les 1000 milliards d'euros. Il s'agit en fait du montant non seulement des coûts directs de la corruption, mais aussi de tous les coûts indirects, c'est-à-dire tous les impacts économiques, sociaux et politiques de la corruption. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est un phénomène donc complexe, c'est un phénomène très important et c'est aussi un phénomène mondial. C'est un phénomène difficile difficile à évaluer, qui touche l'ensemble du monde. Là, vous avez en fait la présentation par Transparency International des indices de perception de la corruption établis pour l'année 2019. L'indice pour l'année 2020 va prochainement être publié par Transparency d'ici la fin du mois de janvier. Pourquoi parle-t-on d'indice de perception et non pas de calcul d'indicateurs mesurés? Parce que comme vous avez pu le voir, c'est très difficile de mesurer la réalité de la corruption pour de nombreuses raisons, comme on a pu le voir, mais surtout,
Ce qui compte, au-delà de la réalité quantitative précise de la corruption, ce qui est important, c'est d'avoir la perception de la corruption. De la perception de la part des investisseurs, de la part des professionnels, des agents économiques. Parce qu'à ce moment-là, qui dit perception dit aussi confiance ou défiance dans un système économique. Et donc, vous avez cet indice qui relève la perception que les professionnels peuvent avoir des différents pays, de leur propre pays et des pays voisins avec lesquels ils commercent, sachant qu'il s'agit de la perception de la corruption possible du secteur public. Secteur public, il s'agit toujours donc des hommes des responsables politiques, il s'agit des agents, des salariés, des entreprises publiques et les agents des administrations. Et pour préciser et conclure sur cette carte, plus le pays est dans le rouge foncé, plus la perception de la corruption de ce pays est élevée. Voilà. Et donc, c'est un phénomène mondial qui est venu, c'est là où j'en viens maintenant aux entreprises, c'est un phénomène mondial qui en fait est avec le développement des échanges commerciaux mondiaux. Et le développement des échanges commerciaux mondiaux s'est fait par l'intermédiaire, évidemment, des entreprises, qui sont les principaux agents économiques du commerce. Alors, quand on parle d'agents économiques mondiaux et d'entreprises, c'est toujours un petit peu délicat, parce qu'on va se demander, mais est-ce que les entreprises sont des partenaires? Est-ce qu'elles sont suspectes? Est-ce qu'elles sont victimes? Est-ce qu'elles sont agents de corruption? On peut dire un peu tout cela. Les entreprises, évidemment, sont elles aussi victimes de la corruption. Déjà, quand elles-mêmes sont amenées à verser des pots de vin, c'est de l'argent qui sort de l'entreprise. Quand elles-mêmes souffrent d'une concurrence déloyale de la part d'un concurrent qui a pu obtenir un marché grâce au versement d'un pot de vin, elles sont victimes. Mais on peut dire aussi que l'entreprise qui verse un pot de vin va aussi être acteur de la corruption. Et c'est bien, en tout cas pour cela, que les autorités des différents États et des organisations internationales ont considéré qu'il était absolument nécessaire d'étendre les règles de probité à l'ensemble des entreprises, à l'ensemble des secteurs économiques. Et donc, il y a, depuis la fin des années 70, et plus particulièrement depuis le début des années 2000, simultanément avec le développement des échanges internationaux, vous avez une montée en puissance très forte des normes de probité, principalement des règles nationales, mais toutes avec une portée extraterritoriale, et vous avez des conventions internationales, l'une des plus célèbres étant la convention de 1999, de février 1999, de l'OCDE, de lutte contre la corruption transnationale d'agents publics étrangers. Et pour vous montrer un peu le chemin parcouru entre ce moment où les entreprises ont démarré, ont commencé à agir dans le cadre des relations commerciales étendues et ce qui se passe aujourd'hui, il faut se souvenir d'un point qui n'était pas anecdotique. Il faut savoir que le versement de commissions de pots de vin était tout à fait accepté dans beaucoup d'États membres de l'OCDE, dès lors qu'il s'agissait de versements effectués à l'étranger. Donc la corruption, par exemple en France, était strictement réprimée. Pour autant, une entreprise qui devait exporter et remporter un marché public à l'étranger pouvait être amenée à verser des commissions et pouvait l'enregistrer tout à fait officiellement et publiquement dans ses comptes et déduire fiscalement cette commission. Sur des démarches préalables auprès du ministère de l'Économie et des Finances, mais vous aviez une déductibilité fiscale, donc une reconnaissance légale de la réalité du versement de commissions
dites à l'export, mais qui en fait étaient des pots de vin, euh, au motif que l'on considère que c'était une pratique normale du monde des affaires, qu'il n'était pas possible de pouvoir aller commercer à l'extérieur dans certains pays sans passer par ce versement de commission. Euh, donc voilà, voilà l'état, j'allais dire, de ce qui se passait il y a une vingtaine d'années. Et aujourd'hui, voilà la réalité de cette que je vais vous présenter, des sanctions économiques de plus en plus croissantes, euh, avec l'autre branche du dilemme, les risques de pertes économiques euh, dans l'obligation, lorsque les entreprises, volontairement ou pas, appliquent les conventions de lutte anticorruption. Alors, merci Nathalie, c'est très intéressant ce que vous nous dites. Et donc, du coup, j'aurais une question. Quel est l'intérêt pour une entreprise de jouer le jeu de la compliance, entre guillemets, de bonne volonté? Alors, en effet, les entreprises, qu'elles le souhaitent ou pas, qu'elles le veuillent ou pas, sont obligées, en tout cas, d'appliquer la loi sous peine de sanctions. Et donc, elles ont évidemment des sortes d'une réglementation Alors, Nathalie, nationale. Oui, ça a un petit peu coupé. Est-ce que vous pouvez peut-être répéter? pardon. Effectivement, je crois qu'il y a un problème avec la connexion, parce qu'effectivement, ça a un peu coupé. Si vous pouvez peut-être répéter. Ah, bien sûr, oui, oui. Oui, moi aussi, à un moment donné, je ne vous ai plus beaucoup entendu non plus. Donc, en fait, les entreprises sont contraintes de par cette réglementation, cette montée en puissance des normes de probité. Les entreprises sont en effet contraintes d'appliquer, de respecter la lutte anticorruption et une forme de compliance. Pour autant, elles ont tout intérêt à aller au-delà de la contrainte et à de suspectes en quelque sorte devenir de réels partenaires de la lutte anticorruption et j'allais dire, d'appréhender, de prendre à bras le corps la lutte anticorruption pour en quelque sorte l'adopter pleinement dans l'organisation de l'entreprise pour que ça soit une vraie nature, c'est-à-dire que les commerciaux vont appliquer certaines règles, mais de façon beaucoup plus opérationnelle que si ces règles sont appliquées de façon contrainte et plaquée, en quelque sorte, presque de façon administrative, sur un fonctionnement qui doit rester dynamique, qui est celui de l'entreprise. Alors ça, c'est la vision, j'allais dire, positive de la compliance, quand ça devient vraiment un outil stratégique de mobilisation des équipes dans le but d'avancer vers un but commun, clairement précisé, où il y a une clarification des relations, il y a une clarification de l'information, et où tout cela se fait dans une forme dans une harmonie et quelque chose d'opérationnel et de naturel. Il y a aussi l'autre aspect de la compliance et qui est un peu plus souvent l'aspect vu par les entreprises, qui est une assurance risque en fait. Et cette assurance risque, c'est évidemment pour prévenir les risques de sanctions. Parce que la compliance, de toute façon, c'est la meilleure assurance risque de sanctions qui peuvent être très lourdes, notamment financières. Et c'est assez intéressant de voir, il y a eu une enquête effectuée par l'Association française des juristes d'entreprise, qui est la principale association de juristes en France, et qui a été effectuée donc l'année dernière auprès de l'ensemble des juristes de l'association, qui représente plus de 1500 entreprises, principalement de grandes entreprises, mais pas uniquement. Donc en fait, on a vraiment quelque chose d'assez représentatif du monde du tissu économique français. Et une très grosse majorité, comme vous le voyez, plus de 86%, se sont dotés de dispositifs de compliance. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi. Euh, Évidemment, pour appliquer et respecter la loi. Mais les attentes, il s'agit de réponses de juristes, peut-être biaisées avec un regard de juriste. Pour autant, ce qui est intéressant, c'est de voir que
les juristes de ces entreprises attendent de ces dispositifs presque dans la totalité d'entre eux, la prévention des risques. Donc on a vraiment un jeu de l'entreprise qui va non pas peut-être jouer de bonne volonté le jeu de la compliance, même si beaucoup le font tout à fait honnêtement, mais avant tout, on va mettre en place la compliance parce que c'est la meilleure assurance contre les risques générés par la lutte anticorruption. Et justement, ce qui est important, c'est quand même d'avoir en tête les risques. Alors, les risques sont notamment financiers. On peut dire qu'il y a presque une inflation de ces risques. Vous avez, prenons la loi américaine, donc, qui est une des premières lois à portée extraterritoriale, et qui a été à l'origine de la convention de l'OCDE, donc la loi américaine FCPA qui date de 1977, a donc progressivement durci son action et on a vu progressivement les sanctions monter de façon assez importante. Vous avez par exemple sur 8 ans, il faut pour accumuler un total de plus de 9 milliards de dollars une entreprise. Alors, rien que sur l'année 2019, 14 entreprises seulement ont dû verser près de 3 milliards. Et en 2020, vous avez encore un plus petit nombre d'entreprises qui a versé 3 fois plus d'amendes. Notamment, vous avez un total de 6,4 milliards rien que sur l'année 2020. Donc, vous avez une montée en charge très très forte du montant des sanctions. Prenons un autre exemple avec la loi française. Il s'agit de la loi française, loi Sapin 2, adoptée fin 2016. En application de cette loi qui reprend dans ses grandes lignes la logique de la convention OCDE, de la loi américaine FCPA et qui aussi suit la loi britannique qui, elle, avait été adoptée en 2010. Donc, vous avez à peu près les mêmes mécanismes qui sont mis en place et vous avez donc en 2020, début 2020, Airbus, au terme de l'instruction assez longue d'un dossier, de dossiers de corruption, de versement de commissions dans différents pays par l'intermédiaire de ce qu'on appelle des consultants en termes pudiques, pour ne pas dire des intermédiaires qui portent des montants d'argent pour corrompre. Et donc vous avez Airbus qui a dû verser au Trésor public français 2 milliards d'euros, sachant que le maximum encouru par la loi en application de la loi française, c'était jusqu'à plus de 18 milliards d'euros. Le profit, et c'est indiqué, c'est un des motifs de cette sanction très forte, c'est que le profit tiré de tous ces versements illicites était 1 milliard d'euros, sachant que le montant total que Airbus a versé aux autorités des 3 pays qui poursuivaient, États-Unis, Grande-Bretagne et France, s'élève à 3,6 milliards d'euros. Voilà, donc vous avez là une réalité économique et des montants de sanctions qui atteignent des records non pas indépassables, parce qu'on pense qu'il n'y a pas la seule limite étant, j'allais dire, la hauteur du profit réalisé ou la hauteur des pots de vin versés. Donc, ces enjeux sont aussi le reflet d'enjeux économiques qui sont de plus en plus importants, de marchés publics principalement, puisqu'il s'agit en l'occurrence d'application de lois qui sanctionnent la corruption d'agents publics, donc de marchés publics qui ont été obtenus par le biais de cette corruption. Et donc les marchés en question sont de plus en plus importants. Les montants versés pour les obtenir sont parfois de plus en plus importants également, d'où des amendes aussi qui sont à la hauteur des enjeux économiques et des marchés en cause.
Je vous ai mis aussi, il y a une liste qui est faite régulièrement par un site tenu par des spécialistes, des professionnels de la compliance, euh, avec des professionnels, des universitaires, et qui s'appelle fcpa.blog. Et en fait, ce site qui recense les différents dossiers en cours, pas seulement en application de la loi américaine FCPA, mais principalement, fait régulièrement une sorte de top 10, donc les meilleurs, les gagnants, si l'on peut dire, de cette lutte contre la corruption. Et donc là, vous avez les entreprises dans l'ordre du classement, classement décroissant, ce palmarès étant arrêté à la date d'octobre dernier. Et donc, vous avez en numéro 1 Goldman Sachs, donc une entreprise américaine qui a dû verser aux États-Unis plus de 3 milliards de dollars d'amende au titre de corruption en Malaisie avec le scandale d'un fonds en Malaisie. Vous avez évidemment après Airbus et vous avez un certain nombre d'entreprises qui ont fait régulièrement la une de la presse au fil des années passées. Et la liste en passe tout juste les 500 millions de dollars. Alors, les sanctions, comme on l'a vu, sont des sanctions financières, mais ce ne sont pas que des sanctions financières. Je vais évoquer le point avec ces quelques exemples d'entreprises. Il y a les atteintes à la corruption, les atteintes à la réputation, il y a les risques de condamnation et d'interdiction d'accès au marché public, le fait d'être éventuellement aussi blacklisté par la Banque mondiale et les autres banques de développement. Vous avez comme autre conséquence les risques de licenciement et de sanctions contre les salariés, sanctions, peine de prison, vous avez peine d'amende. Vous avez aussi une difficulté, voire une impossibilité d'accès à certains marchés financiers lorsque les investisseurs ou les actionnaires peuvent craindre de perdre la valeur de leur investissement si une entreprise se trouve lourdement sanctionnée et fragilisée économiquement. Alors, prenons le premier cas, Siemens. Alors, Siemens a été l'objet d'un gros scandale, de plusieurs scandales de corruption dans les années 2000. Et Siemens a été amené à cette occasion à devoir entièrement revoir toute son organisation. Pour la première fois de son histoire, elle a été créée il y a plus de 160 ans. Elle a dû prendre, toute la direction a été donc renvoyée ou a démissionné. Et pour la première fois de son histoire, elle a désigné comme dirigeant un dirigeant venant de l'extérieur, n'étant pas venu de ses équipes. Donc, un dirigeant dont on a demandé de faire en quelque sorte le ménage. Siemens était accusé d'avoir versé plus d'1 milliard de pots de vin, a été condamné entre les amendes directes, les remboursements au fisc, les frais d'avocat, les frais de consultant pour réorganiser l'entreprise, a dû verser plus de 1,4 milliard d'euros. Siemens a également dû licencier plus d'une centaine de ses salariés pour motif de violation de l'éthique. Enfin, en 2015, elle a fait 19 de ses cadres
représentant salarié, étant salarié de la filiale de Siemens en Grèce, se sont retrouvés poursuivis devant les tribunaux en Grèce et ont dû répondre d'accusations de corruption de l'administration grecque. Vous avez aussi un autre dossier qui est le dossier Alstom. Alors, le dossier Alstom, il s'agit là du logo de la nouvelle société Alstom, où vous n'avez plus que la branche transport. À l'origine, vous aviez aussi la branche énergie. Et la société Alstom a été condamnée, toujours en application du FCPA, à verser, vous le voyez là, dans la liste, plus de 700 millions de dollars en 2014. C'est un dossier aussi dont on a beaucoup parlé, puisque au moment où le scandale a éclaté de corruption, notamment pour un dossier en Malaisie, Alstom s'est retrouvé, était en pleine négociation de cession de sa branche. Excusez-moi, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un problème de connexion. Alors, pour l'instant, on vous entend et on voit le partage d'écran parfaitement. Ah bon, écoutez, tant mieux, parce que moi, je ne le vois plus. Ah, non. Voilà, non, mais c'est parfait, c'est revenu. Désolée, la technique parfois défaillante. Donc, pour revenir sur Alstom, donc Alstom a dû répondre devant la justice américaine et verser plus de 700 millions de dollars pour mettre un terme aux poursuites ou aux menaces de poursuites, sachant qu'elle était donc en pleine négociation de cession de sa branche énergie avec General Electric. Or, Alstom avait déjà fait auparavant l'objet de nombreuses poursuites devant les tribunaux suisses notamment, avait été aussi blacklisté par la Banque mondiale. Donc, il y avait, j'allais dire, des poursuites récurrentes de différents pays, de différentes autorités contre la société Alstom. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en plus, dans ce cadre de cession de branches qui a déstabilisé Alstom, puisque cette cession se passait en pleine, en pleine tourmente avec le département de justice américain, ce qui s'est passé aussi, c'est des salariés qui ont été poursuivis. Donc, l'un d'entre eux, Frédéric Pierucci, a fait jusqu'à 25 mois de prison dans des prisons de haute sécurité aux États-Unis. Un autre ancien collègue à lui, qui lui a fait valoir ses droits devant les tribunaux américains, est resté contraint, bloqué aux États-Unis où il avait été extradé. Donc, vous avez ces problèmes qui s'abattent non seulement sur l'entreprise, mais également aussi sur les cadres dirigeants. Je voulais aussi évoquer un autre dossier, la banque Danske Bank, qui, à l'heure actuelle, n'a pas fait l'objet de condamnation à ce jour. En revanche, est dans la tourmente d'un scandale de blanchiment d'argent depuis 2-3 ans, qui porte sur plusieurs centaines de milliards d'euros, blanchiment d'argent venant de Russie étant passé par les pays baltes. Et donc, Danske Bank est dans une très forte tourmente, avant même toute condamnation. Donc, parce que il faut savoir que le Danemark est considéré comme l'un des pays les moins corrompus du monde et les plus intègres. Et cette banque, qui est une institution au Danemark, j'allais dire, reposait toute son activité, notamment sur la confiance. Or, cette tourmente
a fait vaciller la confiance que les clients, que les investisseurs pouvaient avoir dans cette banque, a très fortement atteint sa valorisation boursière et surtout a contraint cette banque à devoir envisager pour faire face aux coûts de redressement, de réorganisation de sa structure, a dû envisager le licenciement, le départ volontaire, mais si ça ne se fait pas volontairement, ce seront des départs forcés de 10% de ses effectifs. C'est-à-dire, sur 20 000 personnes, vous avez 2 000 salariés qui vont devoir partir de cet établissement. J'ai aussi mis un autre nom d'entreprise qui a fait la une de la presse, notamment en Amérique latine, la firme Odebrecht. Odebrecht, qui était le premier groupe de bâtiments de travaux publics en Amérique latine, qui a été à la source de la chute et de la condamnation pour corruption de Lula, l'ancien président du Brésil, qui, ayant arrosé de verser des pots de vin dans quasiment tous les pays d'Amérique latine, donc vous avez des ramifications de ce dossier dans l'ensemble des pays, dont notamment le Pérou. 3 anciens présidents du Pérou sont impliqués. L'un d'entre eux qui était arrêté s'est même suicidé. Et Odebrecht, c'était aussi le nom du dirigeant. C'est une entreprise familiale. Eh bien, cette entreprise a d'abord été placée sous sauvegarde de justice en 2019, au vu des montants très importants qu'elle a dû verser dans les différents pays qui l'ont poursuivie, Amérique latine, États-Unis et ailleurs, et a aussi décidé tout récemment de changer de nom. Donc, vous avez le nouveau nom de Odebrecht, c'est Novonor, et qui a le futur logo de cette entreprise sera non plus rouge, mais de couleur bleue. Voilà donc l'importance. Comme vous voyez, les sanctions encourues dans le cadre de la lutte contre la corruption sont financières, extra-financières. C'est un vrai bouleversement j'allais dire, auquel doivent faire face les entreprises. Alors, Nathalie, vous venez quand même de nous montrer des chiffres et des exemples qui sont quand même très forts. Donc, malgré les risques très élevés liés aux sanctions, comme vous venez de les montrer, pourquoi on a encore des entreprises qui continuent de corrompre, en fait? Alors, c'est justement le dilemme. C'est qu'en fait, alors même que les entreprises souhaiteraient arrêter toute corruption, souhaiteraient en effet, j'allais dire, appliquer la loi, les règles de probité, et c'est exactement ce que évoquaient les professionnels que j'ai pu rencontrer. Pour autant, elles sont contraintes, pour diverses raisons, de continuer, pour beaucoup d'entre elles, de rester dans le jeu de la corruption. Alors, il y a eu un rapport de l'OCDE en 2014 qui a étudié plusieurs centaines d'affaires de corruption transnationale qui ont été conclues donc, entre 99 dates d'entrée en vigueur de la Convention et jusqu'en 2014, moment où le rapport a été bouclé. Et donc, ce qu'ont observé les dirigeants de l'OCDE et le groupe de travail anticorruption de l'OCDE, c'est que, premièrement, pour eux, la corruption n'est pas rentable. Les pots de vin, selon la déclaration du secrétaire général de l'OCDE, valent en moyenne 10% de la valeur totale de la transaction. Et dans près de la moitié des cas, les sanctions cumulées, finalement, mangent totalement, voire 2 fois le montant des bénéfices. Donc, l'OCDE considère que la corruption n'est pas rentable. Pour autant, elle observe aussi que les actes de corruption ne sont pas commis par des salariés, j'allais dire, isolés, mais sont commis
majoritairement par des dirigeants, par des cadres supérieurs, des membres de la direction et voire le président lui-même. Donc ils sont commis ou ils sont organisés ou ils sont incités par les dirigeants des entreprises. Et cela signifie beaucoup de choses. Ça signifie que les entreprises considèrent, elles, à tort ou à raison, que pour des raisons économiques, elles n'ont pas le choix. Et donc, en fait, c'est une autre partie du dilemme, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'elles sont face au coût de la lutte anticorruption, d'un côté, et au profit de la corruption de l'autre. Alors, le coût de la lutte anticorruption, c'est déjà lorsque vous appliquez les règles, vous mettez en place des programmes de compliance, c'est un coût en ressources financières, c'est aussi un coût en ressources humaines. L'exemple que je donnais de Danske Bank, qui parlait, qui a été confronté à ce scandale qui a atteint sa réputation et qui l'amènera peut-être à devoir répondre devant les juges, les enquêtes sont en cours, a dû d'ores et déjà mettre en place, renforcer son département anti-blanchiment, et vous avez 1400 personnes qui travaillent de près ou de loin pour ce département. Et vous avez un budget qui est alloué jusqu'à 270 millions d'euros pour mettre en place, pour améliorer la lutte anti-blanchiment, la lutte contre le blanchiment, et donc pour mettre en place des outils de compliance renforcés. Donc vous avez ce coût. Vous avez aussi le coût généré par la perte d'un marché ou d'un partenaire. Lorsque vous refusez soit d'aller dans un pays parce qu'il est considéré comme à risque, comme corrompu, ou lorsque vous décidez de refuser une communion à un partenaire, vous pouvez le perdre, vous pouvez perdre un intermédiaire, un partenaire qui peut vous apporter des marchés. Donc vous avez un manque à gagner. Et vous, possible. Alors que en face, la corruption rapporte finalement. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir que beaucoup d'économistes sont penchés sur cette question. Et il y a notamment une étude qui a été faite par des économistes travaillant pour le National Bureau of Economics. Et alors, ces économistes ont voulu examiner l'impact économique de la corruption sur la valorisation de l'entreprise. Donc, ils ont étudié un certain nombre d'entreprises, plusieurs centaines d'entreprises qui avaient été impliquées dans des affaires de corruption. Ils ont voulu calculer l'impact sur la valorisation boursière de l'annonce, de la signature d'un contrat, lequel, ultérieurement, des années plus tard, s'est avéré comme ayant été conclu grâce au versement de pots de vin. Donc en fait, cette analyse est faite en 2 temps. L'analyse a porté sur quelle était la valeur boursière au moment où le contrat a été conclu et lorsque le contrat a été annoncé. Il s'agit, les entreprises qui sont examinées, qui ont fait l'objet de cet examen sont exclusivement de grandes entreprises, donc cotées en bourse, avec un impact important pour la valorisation de l'annonce de la négociation et de la conclusion d'un gros contrat. Et ils ont examiné ce qui s'était passé quand ultérieurement, quelques années, voire plusieurs années plus tard, il avait été découvert que le contrat avait été obtenu grâce au versement de cette commission. Et donc, ils ont vu qu'au moment de cette annonce, et je vais venir justement sur le dossier ELF, au moment de cette annonce, il y a un impact positif. Lorsque l'entreprise annonce qu'elle a conclu un gros contrat, il y a un impact positif sur sa valeur boursière. Et en prenant l'ensemble des valeurs boursières recensées, ils en ont dégagé un retour sur investissement, on peut dire, moyen de 11 $ pour 1 $ de pot de vin d'investi. Alors, plus précisément, il y a eu dans l'affaire ELF,
qui a été examiné dans le cadre de cette étude économique. Le dossier qui a été examiné en l'occurrence, c'est un dossier, il s'agissait du rachat d'une sidérurgie, d'une raffinerie de pétrole en ex-RDA, la Leuna, et du rachat donc par Elf au moment de la privatisation de l'ensemble des entreprises d'État de l'ex-RDA au moment de la réunification allemande. Et donc au début, cela se passait, le contrat a été conclu en 1992. Or, 2 ans plus tard, un certain nombre de dossiers ont été ouverts à l'occasion des premières enquêtes sur des possibles corruptions de Elf, aussi bien en Afrique que dans d'autres pays. Et donc, à ce moment-là, il est apparu qu'il y avait eu versement de pots de vin. On a dit que certains de ces versements auraient pu être faits auprès d'hommes politiques allemands, principalement de dirigeants de la CDU. Il faut savoir que le scandale a éclaboussé en haut lieu Helmut Kohl, et c'est à ce moment-là que progressivement Angela Merkel, qui était numéro 2 du parti, a pu prendre l'avance sur Helmut Kohl, qui a dû se retirer. Pour autant, il faut savoir qu'il n'y a pas eu d'enquête menée donc en Allemagne. Donc il y a eu soupçon de corruption. Il y a eu effectivement versement de pots de vin. Après, est-ce que ces pots de vin ont bénéficié ou pas aux personnes mises en cause, à tort ou à raison, c'est autre chose. Mais ce qui est certain, c'est qu'en l'occurrence, pour $1 de pot de vin versé par Elf, le calcul qui a été effectué par les auteurs de l'étude montre que ça a rapporté en termes de valorisation boursière 7 à 1. Donc le ratio est de 7 pour 1. En moyenne, il est de 11 pour 1. Il faut savoir que la valeur boursière, ça n'est pas anodin, ça n'est pas neutre. Lorsque cela vous permet, dans certains cas, d'avoir d'abord, lorsque les dirigeants ont une partie de leur rémunération assise sur la valorisation du cours de bourse, vous avez aussi, cela veut dire un accès plus facilité auprès des marchés financiers. Ça veut dire que les établissements bancaires aussi vont tenir compte de cette valorisation positive de la bourse, de votre valorisation, de votre valeur boursière. Donc, on voit qu'il y a là immédiatement un impact qui semble parfaitement positif pour les entreprises. Les 2 exemples qu'on a évoqués, l'exemple qu'on a évoqué d'Alstom, il faut savoir que certes, Alstom a versé une amende de plus de 700 millions de dollars, mais elle encourait une amende qui pouvait aller jusqu'à plus d'1 milliard, et que surtout, elle a été condamnée au motif qu'elle avait versé 75 millions de dollars de pots de vin, mais pour cela, ça lui a permis d'obtenir des marchés de 4 milliards de dollars. Donc on a certains profits qui peuvent être considérés comme limités, et on voit bien à quoi fait allusion le secrétaire général de l'OCDE lorsqu'il dit « la corruption n'est pas rentable ». En effet, le profit de 296 millions a été plus que largement compensé, mangé par l'amende, mais vous avez l'enjeu de croissance était de 4 milliards de dollars, et non pas. Donc il faut regarder le marché global. Vous avez aussi une autre société, Telia, donc, qui est une société de télécom, et qui, elle, a dû verser une amende d'1 milliard, mais le marché obtenu grâce au pot de vin était, lui, de plus de 2 milliards de dollars. Donc, vous voyez que les profits des entreprises sont tout à fait conséquents grâce à la corruption, quand bien même il y aurait une rentabilité peut-être moindre au sens marge nette. Mais vraiment, il est important d'avoir en tête, pour bien comprendre la difficulté pour les entreprises
et pour les décideurs et les dirigeants des entreprises et pour l'ensemble des salariés des entreprises, il faut avoir en tête ces contraintes très fortes d'un côté, euh, posées par l'anticorruption, avec de l'autre côté des profits qui restent importants et qui, même lorsque vous êtes condamné à une amende forte, même quand vous restituez, puisque c'est le but des amendes, c'est de condamner la personne à restituer le profit illicite, en quelque sorte à rendre le butin. Pour autant, vous avez donc ces amendes qui ne compensent pas complètement les marchés, qui ne vont pas jusqu'à hauteur des marchés obtenus grâce à ces versements de pots de vin. Donc, le dilemme est très fort pour les entreprises, la situation est très difficile et on peut se demander comment en sortir en fait. Et alors, comment en sortir parce que, évidemment, il y a le fait de s'approprier la compliance, on le disait au début, de jouer le jeu de la compliance de bonne volonté, mais on voit que ça n'est pas si simple que cela. On voit qu'il faut aller en fait au-delà de l'anticorruption, au-delà de la compliance. La solution est peut-être à trouver du côté en fait de la gouvernance. Puisqu'on voit bien aussi que c'est la gouvernance qui amène les sociétés à devoir continuer de verser des pots de vin, des commissions, à continuer la corruption. C'est donc de la gouvernance que doit venir la solution pour, en quelque sorte, le dilemme. Il y a On a souvent parlé, dans le cas d'entreprises qui corrompaient, de fautes organisationnelles. On en a parlé notamment pour Total. Et la faute organisationnelle, c'est un terme qui a été donné par le parquet. Lorsque Total a été poursuivi devant les tribunaux français, longtemps après avoir été poursuivi devant le département de justice américain. Et donc, Total a finalement été condamné définitivement par la Cour de cassation il y a 2 ans. Et le parquet, quelques années auparavant, avait parlé de faute organisationnelle dans la mesure où il considérait qu'il n'y avait pas une personne individuellement qui avait mis en place l'organisation de la corruption de Total, mais que c'était au niveau du comité exécutif que les choses avaient été mises en place. Le comité, c'est un organe qui regroupe divers individus, lequel, plutôt qu'un autre, a pris la décision. Certes, vous avez le directeur général, mais il n'est pas seul non plus, peut-être avoir décidé. Vous avez aussi un conseil d'administration. Donc, encore une fois, ce qui est important et ce qui est intéressant de voir, c'est que dans ce dossier, qui a été un dossier qui a pris des années à être jugé en France, il s'agissait du dossier pétrole contre nourriture, a été mis en avant la notion de faute organisationnelle. Et pour dépasser cette faute organisationnelle, donc c'est bien la gouvernance qu'il faut améliorer. Et alors là, j'ai indiqué, en fait, je vous ai mis les logos de 2 entreprises qui sont... je n'ai pas voulu être dans la provocation, mais c'est vrai que j'ai mis le logo de General Electric, qui a été l'entreprise qui a racheté la branche énergie d'Alstom. Il faut savoir que General Electric est un peu l'emblème des entreprises américaines, en tout cas traditionnelles, si l'on peut dire. General Electric s'est voulu très longtemps représenter l'intégrité, la rigueur dans les process internes et externes. Et les mots que j'ai indiqués, culture de la performance dans l'intégrité, sont en fait les mots qui émanent de l'ancien General Counsel de General Electric, Ben Heiman,
et qui lui-même a écrit un article dont j'ai extrait ces mots, culture de la performance dans l'intégrité, a écrit un article dans un rapport sur la corruption dirigé par Transparency International, rapport publié en 2009. Et ce qui est intéressant, au-delà peut-être de ce que l'on peut penser de General Electric, ce qui est en revanche intéressant dans cet article écrit par ce juriste, c'est qu'il dit bien qu'il faut récompenser en quelque sorte la performance, mais la performance dans l'intégrité. Donc il faut arriver au plus haut niveau de l'entreprise à allier les deux, donc à justement ne pas simplement tenir compte de la performance, mais de le faire dans le cadre de l'intégrité, obligatoirement. Et il y a aussi, j'ai voulu aussi citer un extrait d'une lettre envoyée par BlackRock. Alors BlackRock est cette firme de gestion privée, la première du monde par l'importance des actifs gérés. Donc c'est aussi une entreprise américaine très diversement appréciée, toujours au regard de l'éthique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il s'agit d'une lettre envoyée en janvier 2018 à l'ensemble des clients de BlackRock dans le monde entier. Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que BlackRock se réfère, appelle les entreprises clientes dans lesquelles BlackRock a investi des fonds, appelle les entreprises à mettre en place un nouveau modèle pour la gouvernance. Et cela afin d'améliorer la création de valeur à long terme. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que BlackRock, tout en reconnaissant que les marchés financiers sont plus à l'aise avec le suivi des résultats trimestriels, que des discussions stratégiques long terme, BlackRock insiste quand même sur le fait que le compte d'une entreprise doit se dire notamment des modifications législatives et réglementaires et doivent bien mettre en avant l'impact de ces diverses modifications, de ces diverses règles dans leur organisation et dans la stratégie de l'entreprise. Et les mêmes dirigeants de ces entreprises doivent aussi rappeler à leurs investisseurs que l'impact d'une règle ne porte pas seulement sur le bilan de l'année suivante, mais porte sur les années à venir et sur la stratégie de long terme. Et donc, on peut espérer qu'avec des acteurs économiques qui se positionnent petit à petit sur cette recherche d'une nouvelle gouvernance, on peut espérer que à ce moment-là, ils auront conscience qu'il faut accepter une autre rentabilité, une autre croissance. En fait, ce que montrent les études économiques, c'est que la corruption permet une croissance rapide. Pas forcément toujours très rentable, mais une croissance plus rapide qui vous permet plus rapidement d'obtenir des marchés que lorsque vous restez totalement vertueux. Un certain nombre d'études ont bien montré que les entreprises vertueuses, spécialement dans des environnements corrompus, avaient une croissance moins rapide que leurs concurrentes moins vertueuses. Voilà, donc c'est un peu cette réflexion sur laquelle je voulais clôturer mon intervention sur la recherche d'une nouvelle gouvernance pour justement tenter peut-être de trouver un équilibre et une réponse à ce dilemme auquel les entreprises sont confrontées à ce jour. Merci beaucoup Nathalie pour cette présentation. C'est bien au nom du Club Risque, en tout cas, que je vous remercie. Ce fut très enrichissant. Je propose de passer à la partie de questions-réponses. On a pu collecter avec le Club Risque un certain nombre de questions de la part des participants. Je vais laisser la main à Zinab Fetachi, donc, qui est cette année coordinatrice du Club Risque, pour transmettre les questions. Zinab, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends Yasmine. Parfait, alors je te laisse la main. Du coup, bonsoir Yasmine, bonsoir tout le monde. Bonsoir Nathalie Kaleski. Merci pour votre intervention ce soir autour du risque de sanctions, au risque de perte économique, le dilemme des entreprises face à la corruption. C'est une thématique très très intéressante et qui a suscité pas mal de questions.
Du coup, je commence par la première. Je cite celle de Franck. Les pays et l'indice de perception, s'agit-il d'un État, entre parenthèses, entreprise, dans son propre pays ou vers un autre pays où il souhaite développer un marché? Les deux seraient pris en compte. Alors, l'indice de perception, il s'agit bien à chaque fois d'un indice de la corruption perçue par les entreprises vis-à-vis de leur propre État comme vis-à-vis de l'État vers lequel elles souhaitent exporter ou travailler. Donc en fait, vous avez donc les indices mentionnés proviennent d'enquêtes qui ont été faites auprès de différents professionnels, des agents économiques, des professionnels de l'entreprise et aussi des experts de la compliance, et qui vont juger la corruption dans leur propre pays comme ils vont juger la corruption dans les autres pays. Voilà. Donc c'est une vision à 360. Voilà. D'accord, je passe à la deuxième question et celle de Laurie Segreto. Je cite, les États-Unis se servent surtout du FCPA et de l'extraterritorialité du droit américain à des fins de guerre économique envers les entreprises européennes. Entre parenthèses, le cas Alstom, par exemple, n'est-ce pas là de l'hypocrisie de leur part? Alors, il y a évidemment, en effet, c'est un débat qui date maintenant de près de 10 ans sur la guerre économique et sur le droit utilisé comme outil de guerre économique. En effet, on ne peut pas cacher que c'est un outil qui est utilisé. Il faut aussi ne pas oublier que longtemps, les États-Unis ont considéré qu'ils faisaient, comme ils disent, le job, c'est-à-dire ils nettoyaient ce que les autres États ne nettoyaient pas chez eux comme corruption. Prenons l'exemple d'Alstom, justement. Alstom a en effet dû verser 700 millions de dollars, arrivé à un très mauvais moment pour elle, puisqu'elle était en pleine discussion plus ou moins contrainte avec General Electric. Pour autant, cela faisait plus de 10 ans que Alstom faisait l'objet de poursuites de différents pays, avait été auparavant blacklisté par la Banque mondiale. Donc en fait, Alstom, qui se voulait vertueuse, n'était pas pour autant l'entreprise vertueuse qu'elle prétendait être. Et par ailleurs, il faut savoir que depuis que la France, par exemple, a mis en place la loi Sapin 2, il y a eu des efforts de collaboration réussis, des collaborations même réussies dans le cadre de règlements transnationaux de dossiers. Le cas Airbus est très emblématique. Vous avez la Société Générale dont le montant de l'amende a été partagé à part égale entre les Américains et les Français. Et vous avez dans le cas Airbus, les 3/4 de l'amende ont été versés en France. Les Américains, de mémoire, ont récupéré à peu près un petit quart. Et donc, en fait, vous voyez progressivement aussi que le numéro 1 aujourd'hui du top 10, de la liste du top 10 de la lutte contre la corruption, c'est Goldman Sachs. Et ce n'est pas la première fois que Goldman Sachs doit verser des amendes colossales aux États-Unis. Voilà, donc on a, en effet, il ne faut pas méconnaître cet aspect de guerre économique. Il ne faut pas non plus méconnaître le fait que les États-Unis ont pris en compte aussi la montée de normes de probité qui se sont répandues dans les autres pays, que ce soit notamment les pays européens. La troisième question est celle de Bastien Bourges. Je cite, « Une menace de sanctions pour corruption contre une entreprise chinoise est-elle crédible? Avec un manque de transparence sur leurs chiffres et activités et les liens avec le Parti communiste chinois, ne sont-elles pas protégées contre le FCPA? Entre parenthèses, en pratique du moins. » Alors, il y a un cas qui n'est pas un cas de corruption, mais auquel cette question me fait penser, c'est l'entreprise ZTE. L'entreprise ZTE
qui a fait l'objet de poursuites pour violation d'embargo par les États-Unis. C'est une entreprise chinoise très importante qui fabrique des appareils pour les réseaux téléphoniques. Et ZTE a dû verser plus d'1 milliard de dollars et sous monitorat américain. Donc, il y a certes en effet un problème, notamment avec les entreprises chinoises, et beaucoup de professionnels se plaignent de ce que, à ce jour, il n'y a pas vraiment de concurrence loyale avec les entreprises chinoises en matière de règles anticorruption. Pour autant, on voit que les États-Unis n'ont pas craint de devoir agir très fortement pour aussi un autre outil qui sert dans la guerre économique, qui est l'outil embargo. Mais ils n'ont pas hésité donc à s'en prendre à une entreprise chinoise très importante. Mais c'est vrai que pour l'instant, ce sont principalement les entreprises européennes et américaines qui sont soumises à l'ensemble de ces règles, puisqu'elles elles relèvent d'États qui sont membres de l'OCDE et aussi des principaux États exportateurs dans le monde. Il y a cela aussi qu'il faut avoir en tête. Il y a la question aussi d'Arsène M. Avo, je cite, « Ces sanctions imposées par la DOJ, le PNF, l'OFAC, etc. ne prévoient-elles jamais le dédommagement des victimes ?» Alors, en effet, c'est une demande qui fréquente des ONG, qu'il y ait le dédommagement des victimes. Les textes français prévoient que normalement, lorsque vous avez une convention qui est signée avec le parquet, vous devez aussi prévoir parallèlement ou antérieurement ou ultérieurement le dédommagement des victimes. C'est un point qui a été évoqué aussi, le fait que les montants ne seraient plus versés au Trésor intégralement, au Trésor des différents États, mais serviraient à dédommager les victimes. Oui, c'est un point qui, pour l'instant, n'est pas en réglé, même pour certains dossiers, au motif aussi qu'il est difficile de trouver des victimes nommément désignées, en fait. Voilà, donc c'est le problème dans le cas Airbus, par exemple. Il s'agit de commissions qui ont été versées à des intermédiaires proches de certains dirigeants dans certains pays. Quelle est la victime? Il y a eu, est-ce que le pays lui-même devra récupérer certains montants? Voilà, enfin, ça pose de nombreux problèmes, mais c'est vrai que le législateur, en tout cas, a souhaité que les victimes soient prises en compte lorsqu'on peut arriver à les identifier. D'accord. La dernière question est celle de Julien B. Je cite, « Le risque réputationnel a un impact de 10% sur le chiffre d'affaires d'après certaines études. Par conséquent, ne pourrions-nous pas rajouter aux pertes, hormis la sanction pécuniaire, la sanction réputationnelle ?» Alors, j'ai un peu plus de mal à comprendre précisément la question. C'est-à-dire que cela veut dire qu'il faudrait tenir compte lorsqu'on évalue les sanctions, puisqu'on peut mesurer le coût financier, le coût économique de la perte de réputation. Cela veut dire qu'il faudrait donc ajouter au calcul de la sanction financière le calcul de la sanction réputationnelle. Pardon, et ajouter le coût de la sanction réputationnelle. Oui, en effet. C'est de toute façon, en effet, des études peuvent évaluer la perte de réputation, surtout quand vous avez par exemple une marque, que cette marque est valorisée et représente 50% de la valeur de l'entreprise, par exemple. On peut tout à fait imaginer qu'une perte de réputation peut aller très loin. Et vous pouvez en effet, prenons le cas d'Elf, vous savez que les affaires Elf successives ont fait que Elf a été absorbée, reprise par Total, et vous avez une élimination complète du nom. Le nom a disparu, le logo a disparu. En effet, c'est vrai qu'il faut tenir compte, et c'est d'ailleurs le premier dommage redouté par les dirigeants. D'accord. Il y a la question de Nour Moussaoui.
Je cite, selon vous, lutter contre l'évasion fiscale et les paradis fiscaux permet-elle de lutter contre la corruption? Alors, c'est notamment l'objet de toutes les directives anti-blanchiment, en effet, et c'est aussi un des objets du groupe de lutte anticorruption de l'OCDE, car une bonne partie de l'argent qui est le fruit de la corruption n'est pas, j'allais dire, est recyclé via des sociétés écrans dans des paradis fiscaux. Et c'est d'ailleurs souvent l'existence de ces sociétés écrans dans des paradis fiscaux qui ont déclenché des enquêtes et qui ont permis de remonter le fil et de découvrir qu'il y avait eu versement de commissions occultes. Et en effet, vous avez ce cas enfin, dans la quasi-totalité des dossiers de corruption, vous avez des sociétés écrans basées dans des îles paradisiaques à tout point de vue, y compris pour la fiscalité. Et je finis par la dernière question c'est écrit Steph Andrieux, et je cite, y a-t-il des liens entre l'anticorruption et la LCBFT? Oui, c'est ce qu'on appelle l'anti-blanchiment. En effet, alors ce que l'anti-blanchiment et la lutte contre le terrorisme, en fait, la corruption, enfin, la lutte contre la corruption, c'est notamment parce qu'il y a un impact négatif colossal sociétal sur l'ensemble de l'économie dans le monde et dans les États, qu'il y a une perte de confiance dans les institutions, il y a une perte de confiance dans les marchés économiques lorsque vous demandez toujours quelle est la réalité des chiffres et des marchés obtenus. Mais vous avez aussi par le biais de la corruption et de son blanchiment, vous avez aussi le recyclage de l'argent sale, de la criminalité et du terrorisme. C'est pour ça que tous ces outils sont utilisés dans le cadre de la compliance au sens large. La compliance, en fait, ne couvre pas que la lutte contre la corruption, mais la lutte contre le blanchiment, la fraude fiscale, le blanchiment de fraude fiscale, le blanchiment de l'argent aussi qui permettent de nourrir la criminalité organisée. Alors Nathalie, là, ça a coupé, on n'a pas entendu la fin d'organiser et ça a coupé. Ah, pardon. Donc oui, en fait, je ne sais pas si ça a coupé avant ou après, j'évoquais le fait que la compliance recouvre un domaine beaucoup plus large que la seule lutte contre la corruption, puisque cela recouvre aussi la lutte contre le blanchiment de la fraude fiscale, le blanchiment de la, la, la lutte contre enfin, la criminalité organisée et également cela permet de lutter contre le financement du terrorisme. Et donc, en fait, tous ces outils se sont développés pour faire face à une montée en puissance des enjeux économiques et aussi des recyclages, des flux dans le monde de tout ce qui est criminalité financière et criminalité de droit commun et terrorisme. Donc, il y a un lien entre tout ça, en effet. D'accord. Et il y a une question en ce qui me concerne. Je voulais avoir votre avis concernant les dispositifs d'alerte ici en France versus États-Unis. Et qu'en est-il aussi de la protection des lanceurs d'alerte ici en France? Alors, les lanceurs d'alerte, il faut savoir qu'il y a une directive qui a été adoptée et qui devrait être rentrée en vigueur, c'est-à-dire être transposée dans les législations de chaque pays membre de l'Union européenne d'ici normalement l'année, à la fin de l'année. Et donc, en fait, cette directive vise à renforcer la protection des lanceurs d'alerte. D'ores et déjà, cette protection a été notamment renforcée dans le cadre de la loi Sapin II. Elle est
elle n'est pas totalement harmonisée. Il y a beaucoup d'outils qui existent, qui ont été progressivement mis en place. Il y a ce qu'on appelle l'alerte éthique, donc tout ce qui est violation, corruption, mais aussi l'alerte en matière de devoir de vigilance. Mais ce qui est important de savoir, c'est que par rapport à ce qui existe aux États-Unis, l'une des principales différences des systèmes européens, c'est qu'aux États-Unis, vous avez ce principe de la rémunération du lanceur d'alerte. Et vous avez, c'est un système qui a été introduit il y a de nombreuses années, mais les Américains ont considéré de façon pragmatique qu'il fallait avant tout inciter les lanceurs d'alerte à pouvoir lancer l'alerte parce qu'ils considéraient que, au regard des catastrophes engendrées par des comportements frauduleux, on pense notamment à l'affaire Enron. Ils disent que dans le cas de l'affaire Enron, qui a été une faillite énorme et qui a, j'allais dire, plongé dans la ruine les salariés et les retraités du groupe Enron, et qui a que si quelqu'un avait lancé l'alerte sur le fait que les comptes étaient falsifiés, à ce moment-là, ça aurait permis de sauver des centaines de milliers de nombreux salariés et leurs familles. Et donc, la rémunération du lanceur d'alerte, finalement, c'est une bonne façon d'inciter les gens, non pas à dénoncer au sens règlement de compte, mais à apporter, à aller au-delà, à prendre le risque d'apporter des éléments de dossier qui permettent de sauver certaines situations. Et donc, c'est vrai qu'en Europe, la directive est attendue impatiemment par les différentes ONG, notamment par Transparency, qui est cofondatrice de ce qu'on appelle la Maison des lanceurs d'alerte. Je vous invite à aller voir le site qui est très bien fait et qui est très intéressant sur l'ensemble du champ de l'alerte. Et donc, en fait, c'est vrai que les organisations européennes, les institutions européennes et les États membres de l'Europe ont bien conscience qu'il reste difficile pour un lanceur d'alerte de se sentir protégé, d'être sûr qu'il ne fera pas l'objet de représailles et enfin de pouvoir faire le point, j'allais dire, de pouvoir faire le point entre la loyauté qu'il a vis-à-vis de son entreprise et la loyauté vis-à-vis de l'autre. En fait, c'est ça le problème. Le problème du lanceur d'alerte, c'est évidemment le risque de représailles et c'est aussi le conflit de loyauté. C'est très difficile. Aucun lanceur d'alerte ne va de gaieté de cœur lancer une alerte contre son entreprise, contre peut-être ses collègues, contre ses dirigeants. Et donc, l'alerte est un sujet très sensible. Je vous remercie, Madame Nathalie Kaleski, pour votre intervention de ce soir. Elle était très enrichissante. Et je donne la main à Yasmine pour clôturer cette conférence. Merci, Madame. Merci Zinab. Alors je réitère les remerciements, effectivement c'était vraiment un moment très enrichissant. Beaucoup de demandes ont été faites concernant soit le diapo, soit le replay, donc je pense que je parle également au nom de tous pour dire que cette conférence a été extrêmement appréciée. Donc sachez pour les participants que la semaine prochaine nous aurons donc sur notre chaîne YouTube, donc TV AEGE, le replay de cette conférence si vous voulez la revoir. Nathalie, je vous remercie encore une fois. J'espère qu'on aura l'occasion de vous réavoir en tant qu'invité auprès du Club Risque, en espérant que la prochaine fois, nous pourrons le faire directement en personne dans les salles et les locaux de l'école et que ce sera un autre moment d'échange. Voilà. Merci aux participants. Merci beaucoup. Merci encore pour cette invitation et j'ai eu beaucoup de plaisir à partager le fruit de mes réflexions et en espérant que nous pourrons nous revoir dans le cadre des locaux de l'école de guerre économique. Merci beaucoup. De même. Merci beaucoup, madame. Merci pour votre attention. Merci à tout le monde. Merci, bonne soirée. Bonne soirée.